c'était pas du tout ça. Le projet de loi, c'était pas de permettre que dans des situations exceptionnelles, on puisse abréger la vie, mais venait amener une philosophie qui est extrêmement l'antithèse de celle des soins palliatifs, qui peut être défendable, mais qui n'est pas juste de permettre d'éviter des situations exceptionnelles, mais de décider de la vie et de la mort, et de décider de pouvoir être aidé quand on souhaite se suicider par l'État et par la médecine, ce qui est un autre projet, mais il faut quand même nommer les choses. Repère avec Louis-André Richard. Là où la médecine atteint ses limites, commence la quête d'une fin de vie digne. En fin de vie, la réflexion citoyenne n'est pas seulement une exploration médicale et éthique. C'est un véritable acte de résistance civique contre les simplifications. C'est en ces mots que le Dr Alexis Burneau, chef du service de soins palliatifs à l'Institut Curie de Paris, allie humanité et rigueur pour poser les questions pertinentes à la recherche du bien humain. Bonne écoute! Docteur Burneau, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Fin de vie, le cas de conscience ». J'aimerais que nous ayons une conversation un peu autour de ce livre qui débordera sur vos considérations, sur votre accompagnement. Alors, d'entrée de jeu, je suis intrigué par le titre. Dites-moi en plus, pourquoi vous avez intitulé votre livre « Fin de vie, le cas de conscience ». Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Eh bien, lorsque l'on est confronté aux personnes gravement malades en fin de vie, que ce soit des adultes ou des enfants, eh bien, il peut arriver que l'on ait à se pencher très sérieusement sur des décisions qui ne sont pas faciles à prendre et qui nécessitent bien souvent qu'on se réunisse, qu'on fasse équipe, de décider si oui ou non il est bien de tenter un nouveau traitement, et dans ma partie un traitement anti-cancer, ou est-ce qu'il faut se retenir de le prescrire parce qu'on pense qu'on va faire plus de mal que de bien? Est-ce qu'il peut être judicieux d'aller introduire tel nouveau médicament, telle stratégie? Comment on parle aux patients, à ses proches, à ses parents quand ce sont des enfants? Et voilà un petit peu ces cas de conscience que nous avons régulièrement, mais qui sont des cas de conscience que je trouve assez sains, c'est-à-dire des cas de conscience qui obligent à se poser, à prendre du temps, à échanger avec la personne malade, avec ses proches et avec une équipe pour essayer de dire aujourd'hui, maintenant, dans cette situation précise où nous construisons, j'allais dire au fil du temps, cet art du soin pour une personne et pas pour une collectivité, qu'est-ce qui est le mieux? Et donc de temps en temps, nous interrogeons très fortement, nous avons des cas de conscience de savoir mais est-ce que l'on fait bien? Et donc il peut nous arriver de nous remettre en question et de revoir avec la personne si on est bien dans quelque chose qui a du sens pour elle, dans la façon de la soigner, dans la façon de partager avec elle l'information médicale, et jusqu'où on va comme ça. Et quand on arrive au terme d'une existence de la toute fin de vie, où nous sommes amenés à tout faire pour que ce temps qui reste puisse être apaisé et puisse avoir de la valeur pour la personne dont la vie prend fin, mais aussi pour ses proches qui vont vivre avec cette absence, eh bien, peut se poser la question de contribuer à accélérer la fin de vie ou du moins précipiter la mort, parce que parfois c'est des demandes que l'on nous fait. Et voilà un cas de conscience supplémentaire qui se rajoute aux autres cas de conscience des différents choix thérapeutiques. Le cas de conscience tel que vous le décrivez, corrigez-moi si je me trompe, mais ça me donne l'impression que c'est une nouvelle approche de la pratique de la médecine. Hein? J'entends que c'est un processus qui met à profit une équipe, alors que il y a une époque pas si lointaine, tout reposait sur les épaules du médecin, à moins que je me trompe complètement. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors dans la médecine palliative, très clairement, c'est une médecine d'équipe. C'est une médecine d'équipe entre soignants, mais une médecine d'équipe avec le patient et sa proche. Je dis volontiers avec ses proches parce que lorsque l'on est gravement malade ou en fin de vie, tout l'entourage familier, amical est concerné, vit des choses, peut vivre des choses contradictoires, peut avoir des désirs contradictoires et c'est important de se poser ensemble. Autre chose aussi, chaque fois que nous construisons un projet de soin pour quelqu'un, nous essayons de le faire au maximum sur mesure. Essayer de faire valoir l'autonomie de la personne, faire valoir sa qualité de vie,
puisqu'en gros, ce sont les deux éléments principaux que les gens nous demandent. Les gens nous demandent de les aider à vivre le temps qu'il reste, en essayant d'être le plus possible à la maison, donc le plus possible autonome, et le plus possible avec de la qualité de vie, c'est-à-dire avec le moins de souffrance physique possible, le moins de souffrance psychologique possible, et avec une qualité relationnelle qui fait qu'ils ont confiance en une équipe, ils savent qu'ils peuvent nous contacter le jour, la nuit, les jours fériés, et qu'on est avec eux dans la compréhension d'un projet de soins. Ils peuvent varier leur point de vue, et c'est d'ailleurs très fréquent dans la fin de vie, c'est-à-dire d'être ambivalent, de vouloir quelque chose et son contraire, et on est dans un autre temps. Et donc oui, c'est une médecine qui prend son temps, une médecine qui est à l'écoute, une médecine qui ne dit pas à l'avance ce qu'elle va faire, puisque finalement, chaque fois qu'on a une nouvelle rencontre, on se dit, tiens, où est-ce qu'il va m'emmener, où est-ce qu'elle va m'emmener? Moi, je suis professeur de philosophie dans la vie, je suis attaché aux définitions, et dans votre livre, mon attention a été captée et retenue, une définition nouvelle de l'être humain comme un animal ambivalent. J'ai beaucoup aimé ça. Pouvez-vous développer un peu plus? Eh bien, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. L'ambivalence, c'est-à-dire le fait de changer d'avis, c'est quelque chose qui est très fréquent dans la période de la fin de vie, dans la période de la maladie grave. Qu'est-ce que je peux témoigner? Je peux témoigner de gens qui, apprenant une maladie grave ou apprenant ou handicapés par un accident, peuvent avoir une réaction assez immédiate liée à la sidération de l'événement, de tout de suite dire que si c'est comme ça, la vie n'a plus d'intérêt, autant mourir. Si je n'ai pas mon indépendance totale, mon autonomie totale, ma capacité de pouvoir aller à droite et à gauche rapidement, eh bien finalement, quelle saveur à la vie. Et donc, certaines personnes témoignent, parfois avec beaucoup de tristesse ou de dépression, une qualité de vie qu'ils peuvent trouver nulle et des demandes, parfois même d'en finir avec la vie si c'est comme ça, parce que l'événement a été inattendu et qu'il est impossible de se projeter en étant un peu plus vulnérable que l'on était avant, un peu plus fragile, en tout cas un peu moins autonome, ou peut-être dépendant un peu des autres. Et puis le temps passé, nous sommes témoins, et c'est une surprise, en tout cas moi c'est très fréquemment une surprise, de gens qui viennent raconter quelque chose de différent. Alors pas forcément tous, mais quand même une grande majorité, qui viennent de dire comment l'expérience de cette vulnérabilité peut les avoir aussi transformés dans le bon sens. Alors il faut du temps pour ça, mais dans le bon sens, dès lors qu'ils sont entourés, aimés, accompagnés, et qu'ils sont soulagés évidemment, de pouvoir retrouver, je vais dire, une vie, une qualité de vie, peut-être une vie intérieure, qui leur permet de différencier l'important du futile, qui leur permet peut-être de se presser à vivre plus qu'ils ne le faisaient avant, parce que là, la fragilité, le handicap ou un diagnostic vient peut-être rappeler qu'ils sont mortels, même s'ils le savaient, en théorie, ils le savent un peu plus. Et donc, on est parfois extrêmement surpris d'entendre des phrases comme « je suis content de la personne que je suis devenue à cause de la maladie » ou « vous savez, j'aime mieux ma vie aujourd'hui qu'avant » ou « je vis intensément et ma vie a de la valeur », alors que peut-être mon regard extérieur de bien portant, autonome, m'aurait fait imaginer que sa vie était nulle en termes de qualité. Et donc, nous sommes très surpris de ça. Donc, c'est une ambivalence. Quand arrive la fin de la vie et la toute fin de vie, il est fréquent que des personnes veulent les choses et son contraire, veulent vivre et mourir. Ils peuvent dire, par exemple, lundi, qu'ils veulent absolument une euthanasie, que la vie n'a plus de sens, qu'il faut mourir. Et puis, soulagés par des soins, ou heureux d'une rencontre, d'une visite qu'ils ont eue l'après-midi, eh bien le lendemain, ils peuvent ne plus du tout émettre ce souhait et témoigner au contraire d'une journée qu'ils ont trouvée très belle. Ce qui est aussi intéressant, c'est que parfois, on peut parler avec quelqu'un qui raconte que sa journée était de grande qualité, mais comme il a dit à un proche la veille qui voulait l'euthanasie, et bien dans le couloir, vous avez le proche qui va dire « mais il veut l'euthanasie » alors même qu'il vient de vous dire l'inverse. Et donc on voit des gens qui, dans cette période agitée, tourmentée de la fin de vie, avec l'inquiétude de ce qui va arriver, parce que l'inconnu inquiète, parce que l'imprévu inquiète, eh bien veulent des choses et son contraire, veulent
à la fois vivre et mourir, ou peut-être vivre mais pas avec cette inquiétude. Voilà un peu l'ambivalence que nous devons accueillir et ce qui nous oblige aussi à amortir des désirs dont on sait qu'ils peuvent être fluctuants et ne pas se précipiter dans une réponse protocolisée d'une demande qui pourrait arriver à la précipitation de la fin de vie alors qu'il y a encore le lendemain un désir qui revient. D'une part, c'est quelque chose qui colle assez bien à l'expérience de toute existence humaine quand on est en bonne santé. Il y a des mauvais jours, il y a des bons jours. Il y a parfois des mauvais jours qui nous font dire ça ne sera plus jamais agréable, et puis finalement, 2 jours après, ça va mieux. Il y a quelque chose qui se précipite à la fin, mais qui est le reflet peut-être d'un comportement qu'on retrouve, je dirais, dans toute existence. L'homme ambivalent, pour reprendre votre expression, si je comprends bien ce que vous dites, conduit à une bienveillance de l'accompagnant qui se définit en termes de patience, en termes de retenue, de prudence peut-être. C'est ça qu'on doit comprendre? C'est exactement ça. La retenue, la prudence, le temps, l'écoute, qui viennent amortir, écouter et amortir des désirs qui changent, qui fluctuent. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des bons jours et des mauvais jours quand on est bien portant, et en fait, il y a aussi des bons jours et des mauvais jours quand on est handicapé, fragile, âgé, malade, et que ces beaux jours et ces mauvais jours font partie de la vie et de ce temps qui reste, et qu'un mauvais jour ne justifie pas forcément qu'il faille stopper la vie. Il y a peut-être un bon jour derrière, ou vice-versa. On voit aussi combien on peut être hypersensible dans ces moments-là, et accueillir avec une joie décuplée une visite attendue, et souffrir de manière décuplée d'une visite qui est annulée au dernier moment et qui crée une peine encore plus grande. Et donc je dirais que dans ces périodes de vulnérabilité, de fragilité que l'on observe à la fin de la vie, peut-être qu'il y a encore plus d'intensité dans ce yo-yo émotionnel que nous accueillons et que nous essayons d'apaiser pour qu'il y ait encore des lendemains qui valent le coup. Et qu'est-ce que vous dites, Alexis Burneau, à quelqu'un qui vous écoute, là, comme je vous écoute présentement, puis qui dit, mais et pourquoi vous faites un truc pareil? Pourquoi vous vouez votre vie de médecin à accompagner l'ambivalence, à voir des gens qui sont de bonne humeur une journée, déprimés le lendemain, et puis, entre nous, l'issue est connue, hein? Ces gens-là vont nous quitter. Les gens vous quittent, vous, comme médecin, de façon assez fréquente. Ça ne vous déprime pas, ça, non? Vous avez raison. Présenté comme ça, on pourrait avoir l'impression d'être un peu maso. En fait, on n'est pas maso du tout, vous savez. C'est évidemment un métier difficile d'être proche, au contact, accompagnant des personnes gravement malades, de voir la souffrance, de voir la mort arriver pour nombreux d'entre eux. Mais ce contact avec la personne fragile, vulnérable, nous humanise. Quelque part, elle nous fait du bien. C'est assez difficile à comprendre, ça paraît étrange comme ça, il faut rentrer dans le cœur de la situation et peut-être de l'éprouver, de la comprendre. Mais en fait, c'est souvent gratifiant. Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens soulagés nous témoignent de remerciements, nous témoignent de gratitude, nous font du bien par le retour et qui peuvent nous transmettre. Et en plus, ces moments-là, ce sont des moments où nous avons des rencontres et des échanges, j'allais dire, en vérité plus que jamais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une authenticité dans la relation. On n'est plus au théâtre, il n'y a plus de masque. Dans la vie, quand on va bien, on a souvent tendance à mentir, à jouer un rôle, à être au théâtre, à être comme si à la maison et comme ça au travail. Et là, il y a une authenticité, il y a une relation qui nomme les choses, qui dit les choses. Il y a des rires et des pleurs. Il y a une intensité de vie qui est nourrissante vraiment, qui nous donne quand même envie de partir en vacances de temps en temps, de retrouver ses proches, de parler d'autre chose, mais qui donne du sens à ce que l'on fait, à notre métier. Et vous savez, nous sommes dans une discipline où il y a très peu d'absentéisme. Ah oui, c'est important de le dire, ça. Oui, il y a très peu d'absentéisme parce que je pense qu'on y trouve du sens et que même si c'est difficile, ce n'est pas la difficulté du métier qui crée le surmenage, c'est la mauvaise relation. Or là, il y a une bonne relation. Et cette relation humaine, ce niveau de qualité de relation humaine qu'on peut rencontrer, toucher, éprouver dans ces moments-là, est quelque chose
d'incroyablement humain et d'incroyablement motivant à continuer dans le métier. C'est motivant, c'est précieux, d'après ce que j'entends, et c'est précieux ou nourrissant, pour reprendre vos mots, au point que ça surpasse la perte. Parce que dans votre travail, il y a quand même des gens qui partent. Vous avez noué des liens quand même avec ces personnes. Vous décrivez bien l'intensité que ça représente, et ces gens-là, ils vous quittent. C'est vrai. Il y a une fréquence assez soutenue quand même. Alors, si je vous entends bien, le bénéfice pour vous compense de loin la perte. Le bénéfice pour nous compense de loin la perte, mais je dirais deux choses. D'abord, quand nous rencontrons ces personnes gravement malades ou en fin de vie, nous ne sommes pas dans un échec de prise en charge. Nous savons qu'il leur reste un temps inconnu avant de mourir, et notre contrat avec eux, notre contrat de soignant-soigné, notre relation thérapeutique dans un sens comme de l'autre avec une personne humaine de chaque côté, c'est de dire en gros, pour le temps qui reste, faisons en sorte que ce temps ait de la valeur, qu'il soit intense, qu'il soit précieux pour vous comme pour vos proches. Et oui, il y a un moment, il y aura la perte, puisque la personne va mourir, ce qui ne nous rend pas insensibles. On peut être très ému du départ de quelqu'un avec qui on a entamé une relation si forte. Parfois, vous avez des relations incroyables, alors que vous avez eu que quelques heures avec une personne, et vous avez un de ses amis qui peut témoigner qu'il n'a jamais eu un échange pareil. Donc oui, ça peut aussi nous rendre tristes. On n'est pas des monstres froids. De chaque côté, il y a une personne humaine avec un cerveau, un cœur, des émotions. S'il peut nous arriver de pleurer. Mais comme nous sommes en équipe et comme nous avons accepté depuis le départ la condition humaine qui est qu'on va mourir, eh bien nous sommes pas dans une révolte de cette mort qui arrive. Ce qui nous fait révolter, c'est justement si on n'a pas bien réussi à ce que ce temps soit apaisé et ait du sens et de la valeur. Et c'est ça qui nous fait retravailler, nous poser en équipe, revoir une situation pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais pas la mort qui est acceptée depuis le départ, puisqu'on ne peut pas changer. Et c'est une des définitions classiques de la philosophie, ça se résume dans l'expression grecque « mélete thanatou » qui veut dire non pas préparer la mort, mais la pratiquer. Alors, même, c'est tellement inusité comme proposition qu'à l'époque où ça a été élaboré, on raconte qu'un certain disciple de Platon, Cléon Botros, voulant comprendre ce que la définition voulait dire, serait monté au sommet d'un temple pour s'y jeter. Il voyait là comme une invitation au suicide. Je vous rassure, c'est tout à fait, ce n'est pas exact. Cléon Botros ne s'est pas suicidé, mais une anecdote qui passe à travers les âges, c'est une façon de nous indiquer la manière dont on doit comprendre cette définition. Alors, pratiquer la mort pour les Grecs, tout simplement, c'était de dire, oui, mais la vie n'est-elle pas un combat contre toutes les choses qui nous tuent, au sens métaphorique, des défis de se lever le matin, de s'installer à sa table de travail pour étudier, peu importe. Et notre existence est jalonnée par ces petits combats qui, peut-être, pensaient naïvement les Grecs, nous préparaient à cet ultime combat qui est celui de la mort. Mais si je comprends bien ce que vous venez de nous dire, qui, me semble-t-il, s'inscrit un peu là-dedans, c'est que, encore une fois, c'est la conscience que vous avez d'être mortel, qui est partagée par celui ou celle qui nous quitte, mais aussi par son entourage et par l'équipe, et que c'est ça peut-être qui est la grande leçon qu'on souhaiterait que toute la population comprenne pour mieux vivre en général. Quand vous dites « je planifie des vacances », vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai l'impression que vos vacances doivent être d'une certaine façon plus désirables, plus intenses dans le projet que si vous n'aviez pas cette occasion d'être confronté aux limites humaines, non? En tout cas, il y a une acceptation de l'imprévu. Ouais. Et accueillir l'imprévu, accepter l'imprévu, c'est-à-dire ne pas tout savoir d'avance, ne pas tout planifier. Alors on peut planifier des vacances, mais on peut planifier d'aller dans un lieu géographique et accepter qu'il y ait des rencontres, de ne pas avoir rempli son agenda pendant ses vacances. Eh bien, il y a quelque chose de cela, c'est-à-dire essayer d'aider les gens à consentir à l'imprévu, à consentir à l'inconnu, mais de leur dire, vous ne serez pas tout seul. Voilà comment on peut être joint. Et puis, on va vous donner des clés
pour pouvoir être aidé, que vous puissiez vous aider si vous n'êtes pas confortable, si vous avez mal, si vous êtes insomniaque, si vous êtes gêné pour respirer. Voilà, on vous donne des tuyaux, on vous donne des consignes, on vous aide à être votre propre docteur pour ces petites choses-là, et puis vous savez nous joindre. On ne vous laissera pas tomber. Et si on arrive à être apprivoisé, comme dirait le Petit Prince, si on arrive à être apprivoisé et qu'il se lie une relation de confiance, eh bien on voit que petit à petit, il y a un certain lâcher-prise apaisant qui fait qu'il n'y a pas besoin de tout planifier et de vivre ce qui se passe plutôt que d'être en permanence à vouloir planifier ce qui va peut-être se passer dans 2 mois. Est-ce que le bénéfice, si je comprends bien, de toute cette expérience, c'est de lutter d'une certaine manière contre l'obsession du contrôle? Ne sommes-nous pas dans des sociétés technoscientifiques où on a fait de nous des machines à tout contrôler? Et voilà que vous avez une expérience humaine plus fondamentale qui nous ramène à l'essentiel. Est-ce que je traduis bien les choses? Oui, je pense que vous traduisez bien, mais je pense que ça marche aussi pour les bien portants. Oui. C'est-à-dire que de pouvoir accepter une part d'inconnu, une part d'imprévu, de ne pas tout contrôler, en fait, ça apaise. Vouloir tout contrôler, c'est anxiogène, en fait. C'est souvent... ça accompagne souvent la peur, ça accompagne souvent le stress, ça accompagne souvent une difficulté à vivre le moment présent, puisqu'on est en permanence à essayer d'anticiper ce qui va se passer demain et après-demain. Et finalement, peut-être être toujours avec l'idée d'avoir un métro d'avance sur les choses, mais peut-être avoir une difficulté à vivre le moment présent. Et là, il y a quelque chose lié à la mort, qui est de dire, mais comment ça va se passer? J'ai peur de ce qui peut m'arriver, j'ai peur d'être plus vulnérable, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur d'une dégradation. Et finalement, je vais lutter en permanence contre cette peur. Si je peux faire confiance, il y a une autre manière peut-être de faire confiance ou d'être apaisé que de faire équipe avec une équipe de soins palliatifs ou des proches, mais si je peux faire confiance, je peux lâcher un peu de ça. Et ça aide à vivre. Bien, alors, je voulais vous poser une question aussi. Les projets politiques dans lesquels nous, au Québec, nous sommes inscrits, nous avons une loi qui a légalisé l'euthanasie sous le vocable d'aide médicale à mourir. La situation, alors nous sommes à Paris, en France présentement, et l'Assemblée a été dissoute pour replacer les gens dans le contexte actuel. Cela remet en question un projet de loi qui était formulé pour s'aligner sur ce que un peu nous vivons au Québec. Dans votre livre, vous parlez du serment d'Hippocrate. Beaucoup de médecins que je connais au Québec disent « Wow, le serment d'Hippocrate, c'est un vieux truc qui appartient à une autre époque et d'une certaine façon, ça ne nous concerne plus. » Comment vous réagissez à ce genre de propos? Pour vous, en fait, est-ce que ça reste une référence fondamentale, le serment d'Hippocrate? En tout cas, nous n'en faisons pas d'autres. Et la médecine continue à demander aux étudiants en médecine qui passent leur thèse de prêter ce serment. Donc, c'est qu'il a quand même de la valeur. Ce serment, il a 25 siècles, Hippocrate. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'à une époque où il n'y avait pas de soins palliatifs, où il n'y avait pas de morphine, où il n'y avait pas de quoi soulager, voire endormir quelqu'un, la question se posait déjà de savoir s'il fallait précipiter la mort de quelqu'un avec l'injection d'un poison et si le médecin devait y être. Et c'est-à-dire que déjà, il y a 25 siècles, eh bien, Hippocrate, en gros, disait « attention, danger ». Attention, danger, est-ce la place de la médecine? Jusqu'où on va là-dedans? Moi, ça me paraît, si vous voulez, une digue ou une limite intéressante. Et si elle est remise en question, ce serait intéressant de savoir pourquoi elle a été mise pendant tant d'années et pourquoi, à l'heure où il y a tant de moyens de soulager, elle devrait sauter. Maintenant, dans le sujet qui nous occupe, de savoir si on peut précipiter la mort des gens, je vois qu'il y a à la fois des expériences qui me font retenir l'idée de ce projet, puisque l'ambivalence des gens et le soulagement qu'on peut leur apporter, surtout quand on fait équipe avec eux,
nous montrent que dans l'immense majorité des cas, ils sont capables de renoncer à ce projet et que ça me paraît quand même la moindre des choses que le corps soignant soit là pour aider à vivre avant d'aider à mourir, et que ça me paraît la moindre des choses qui est ce prérequis d'avoir tout essayé pour aider à vivre. En même temps, je vois aussi des personnes gravement malades ou handicapées qui n'ont pas forcément envie de mourir maintenant, mais qui disent qu'ils seraient rassurés, apaisés, de savoir qu'il y a un échappatoire possible avec une fin de vie programmée. Ma question est, OK, mais comment mettre une limite? Et est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose pour essayer de les soulager que l'existence d'une euthanasie possible pour eux? Et dernier point, le débat actuel qui nous occupe et qui vous a occupé nous a encouragés à légaliser parce qu'il y a des situations exceptionnelles qui non seulement suscitent l'émotion, mais suscitent une certaine adhésion quand on s'y projette de pouvoir précipiter sa mort. Et en fait, le débat actuel dans l'hémicycle, qui s'est interrompu avant la fin de la discussion des amendements du projet de loi, a montré que ce n'était pas du tout ça. Le projet de loi, ce n'était pas de permettre que dans des situations exceptionnelles, on puisse abréger la vie, mais venait amener une philosophie qui est extrêmement l'antithèse de celle des soins palliatifs, qui peut être défendable, mais qui n'est pas juste de permettre d'éviter des situations exceptionnelles, mais de décider de la vie et de la mort, et de décider de pouvoir être aidé quand on souhaite se suicider par l'État et par la médecine, ce qui est un autre projet, mais il faut quand même nommer les choses. C'est ça, parce que la projection, moi j'ai toujours été étonné, et vous me direz si votre expérience va dans ce sens-là, la mort qu'on projette quand on est bien portant, incluant les peurs corrélatives, et la mort effective, c'est-à-dire celle qu'on voit poindre dans une échéance très proche, il me semble que ce sont deux représentations qui, peut-être, parfois, ont peu de choses en commun. Mais, et ce que vous dites est même illustré par des études, c'est-à-dire qu'on voit que les personnes bien portantes ont plus envie de ce projet de loi, surtout si elles ne sont pas confrontées à la vulnérabilité, pour la peur dont vous parlez, c'est-à-dire la peur d'être malade, la peur d'être âgé, la peur d'être dépendant, la peur d'être handicapé, et que cette idée d'être un jour vulnérable est quelque chose qui n'arrive pas à intégrer avec une possible qualité de vie. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'éviter, et donc on milite pour l'euthanasie ou le suicide assisté, alors que les personnes confrontées à la vulnérabilité au quotidien, que ce soit les soignants, les aidants, le demandent beaucoup moins, et que les personnes handicapés, fragilisés, le demandent beaucoup moins que les gens en pleine forme. Et donc c'est intéressant de voir comment cette ambivalence existe. On change d'avis quand on est confronté à la vulnérabilité, et on a tendance à repousser sans cesse l'idée d'une limite acceptable qui nous ferait garder la vie ou demander de l'arrêter. C'est intéressant ça, le déplacement du curseur de la limite acceptable, c'est intéressant. Quand j'entendais votre argument, et je voudrais vous faire réagir là-dessus, mais c'est vrai qu'un argument qui revient souvent, c'est l'argument parachute, c'est de dire, alors que je suis bien portant, ça me rassure de savoir que j'ai un parachute au cas où mon avion s'écrase. Mais en réalité, si je comprends bien, si je décrypte bien un peu la leçon, ou enfin le pragma de l'accompagnement palliatif, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ouvrir le parachute tant que l'avion ne s'est pas posé, parce que dans le fond, l'expérience ultime, la plus gratifiante, si je décolle bien ce que vous dites, c'est quand l'avion se pose à destination, donc sans intervenir pour tomber avant, si je puis dire. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose de faux dans l'argument, qui est un argument plus politique que profondément humain. Et puis en même temps, je me dis, ben oui, mais tant qu'on n'y est pas, on n'y est pas. Hein? Alors oui pour les gens qui sont bien portants. Maintenant, force est de constater que j'entends des gens gravement handicapés par une maladie comme la maladie de Charcot. Il y en a quelques-uns qui disent, ben moi j'aimerais quand même qu'il y ait une possibilité de suicide assisté et d'euthanasie. Ça me permettrait de mieux vivre le temps qui reste parce que je me détacherai de mon angoisse, de mes conditions de fin de vie. Donc je vois l'effet anxiolytique, je vois l'effet rassurant de la possibilité de cet acte. Donc si vous voulez, je mets quand même
de la nuance dans mes propos et si vous voulez, ces témoignages que j'ai entendus me ramènent quand même des doutes pour un positionnement qui ne veut pas être trop dogmatique. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que peut-être qu'on peut rassurer autrement ces personnes-là qu'avec une loi fourre-tout qui va aller beaucoup plus loin que juste les rassurer eux. Peut-être que, et c'est mon expérience, le contact avec une équipe palliative, avec ce qui est possible de faire, va rassurer une bonne partie d'entre eux, parce que beaucoup de gens n'imaginent pas ce qu'on peut faire malgré tout. On peut endormir des gens, on peut soulager jusqu'au risque de précipiter la fin de vie, on peut arrêter des traitements de maintien en vie, sédater, et la mort arrive. On peut faire pas mal de choses. Et quand on a une maladie de type maladie de Charcot, si on est sous ventilation artificielle, eh ben on peut endormir les gens, enlever la ventilation artificielle et les gens vont mourir dans les prochaines heures. Alors vous allez me dire, mais c'est comme l'euthanasie. Nous, on trouve que ce n'est pas comme une euthanasie. En tout cas, pour nous, soignants, c'est quelque chose qui est encore acceptable. Ce n'est parce que l'intention, si vous voulez, c'est d'arrêter un maintien artificiel en vie et les gens meurent de leur maladie, ce qui est différent d'injecter un poison. Donc on peut faire beaucoup de choses et je pense qu'une grande partie des gens qui ont un besoin d'être soulagés psychiquement de la projection d'une fin de vie difficile pourront, je pense, trouver de l'apaisement dans ce type de relation. Peut-être pas tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont vraiment besoin que ça soit possible? Eh bien, je n'ai pas réponse à tout, évidemment, mais je pense qu'il faut creuser davantage, peut-être individuellement avec eux. Peut-être qu'il peut y avoir des transgressions, mais ça ne me paraît pas une raison suffisante pour faire un projet de loi qui va aller bien plus loin que de leur rendre service. Essayons de voir si on peut rendre service, que ce soit l'ultime service d'un certain nombre de personnes, mais pas la précipitation de l'encouragement au suicide de tous les autres. Alors, pour moi, c'est un point crucial comme prof de philo, qu'il y ait des interdits à respecter implique qu'il puisse y avoir transgression, tout à fait. Et ça, on lit Aristote, les philosophes très sérieux qui ont réfléchi à la question éthique, il n'y a personne qui va vous contredire. Cependant, vous l'avez bien dit, et je pense que ça reste une chose qu'on doit affirmer et réaffirmer, la transgression confirme la règle. Et donc, le fait est que s'il y a matière à transgression, on reste toujours dans le lieu de l'intime, ça n'a pas à aller sur la place publique, et on va parler d'actes qui vont toujours être rarissimes. Alors, ça m'amène à vous poser la même question, mais un peu à l'envers. Pour ces gens que vous avez rencontrés, affectés d'une maladie de Charcot, qui ont des conditions très lourdes et qui vivent, et je comprends très bien l'angoisse que ça peut représenter, dans l'état actuel des choses, là, pour vous les Français, et moi je projette sur notre état actuel où la loi est passée, est-ce que ces gens-là vont nécessairement mal mourir? Est-ce qu'il n'y a pas quand même, malgré tout, je pense que vous l'avez dit déjà, là, une manière de les accompagner bon, est-ce qu'on doit supprimer cette angoisse? Est-ce que c'est possible? Peut-être pas. Peut-être que c'est une composante de notre finitude, de composer avec... Bon, je comprends que pour quelqu'un qui a une maladie comme celle-là, c'est décuplé, mais en même temps, il y a quelque chose qui est profondément humain là-dedans, je ne sais pas trop, je ne sais trop. Enfin, moi, j'ai tendance à dire que la loi n'arrange pas les choses, mais je regarde ça de l'extérieur. Que me dites-vous? Moi, je pense aussi que la loi n'arrange pas les choses, et je pense que la loi va rajouter plus d'angoisse qu'elle ne va apaiser de gens. Il est possible que des gens soient apaisés par la loi, mais je pense que ce qui se passe en ce moment et le risque d'une égalisation va augmenter des peurs. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des personnes qui, apprenant telle maladie, tel handicap, donc éprouvant une certaine vulnérabilité, vont se retrouver dans la liste des euthanasiables, des suicidables par la société. Est-ce que ça ne va pas créer des nouvelles peurs, cela? Et tout à l'heure, on parlait de la maladie de Charcot. J'ai parlé de la maladie de Charcot, mais j'aurais pu parler de n'importe quelle autre. C'est parce qu'elle nous est présentée dans les médias en ce moment. D'ailleurs, c'est l'occasion de comprendre cette maladie qui existe depuis 150 ans. Il n'y a pas eu assez de recherche, il n'y a pas eu assez de choses développées pour aider ces personnes malades à vivre. De réflexion, en tout cas, sur les gens atteints de la maladie de Charcot. Vous avez des personnes, notamment celles qui sont sous le groupe Les Invincibles en ce moment, qui ont une capacité à décrire une qualité de vie, une intensité de la vie avec un film de Olivier Goy
qui est assez bouleversant, et de montrer comment, parce que son autonomie est très limitée, que son temps de vie restant est compté, il a plus que jamais une intensité de vie qui est contagieuse et qui vient nous humaniser, qui vient nous bousculer, qui nous donne envie d'aller faire équipe ensemble. Et lui, il ne parle jamais de cette inquiétude de finitude. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une maladie de Charcot qu'on a forcément l'angoisse d'une fin de vie difficile. Vous avez aussi des gens qui sont déprimés et qui ne pensent qu'à mourir. Vous avez aussi des gens qui ont un cancer du poumon et qui peuvent avoir cette anxiété-là. Et mes collègues qui travaillent en soins palliatifs et qui accueillent les gens qui ont une maladie de Charcot pour la fin de leur vie disent qu'ils ne demandent pas plus que les autres à mourir et qu'ils trouvent qu'ils peuvent témoigner jusqu'au dernier moment de moments précieux, de moments ultimes, de moments qui ont de la valeur et que leurs proches viennent aussi se témoigner. Donc, ils ne trouvent pas de vraie différence avec les autres. Donc, il faut faire un petit peu attention parce que quand on se projette avec ce handicap-là, on imagine que c'est incompatible avec de la qualité de vie. Alors, peut-être que pour certains, c'est incompatible, mais pour d'autres, ça l'est. Et donc, vous voyez, tout est très nuancé, tout est très complexe. On peut pas faire des grandes généralités, et en tout cas, la loi ne va pas pouvoir répondre à chaque situation individuelle. Et je trouve qu'on devrait probablement maintenir un certain interdit qui n'enlève pas des libertés, au contraire, qui en maintient, parce que ça pousse les soignants à toujours chercher à mieux prendre soin, à trouver des nouveaux traitements, des nouveaux accompagnements, et à assurer de notre solidarité et de notre proximité avec la personne malade sans la regarder comme un euthanasiable. Et en même temps, je vois bien qu'il y a des gens pour qui la vie est trop dure et qu'ils aspirent à ce qu'elle s'arrête. Et donc, je pense que la réflexion n'est pas terminée. Il faudrait essayer de travailler avec eux, de savoir comment peut-être des exceptions, des transgressions sont possibles, plutôt que faire le rouleau compresseur qui disent, eh bien, qui veut mourir, on l'aide avec la médecine et l'État, et qui, à mon avis, va créer plus de souffrance que d'en soulager. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. J'ai une question pour laquelle je n'ai aucune compétence pour y répondre, mais je vous la pose. Dans ces cas exceptionnels, prenons de ces patients que vous avez rencontrés qui avaient la maladie de Charcot et qui souhaitaient mourir, est-ce qu'on est capable d'établir assez clairement la part qui serait due à une dépression qui se traite ou simplement une angoisse existentielle qui n'est pas liée du tout à la dépression? Parce que chez nous, au Québec, on voit ça. Les psychiatres, parfois, vont dire « Oui, mais... faut faire attention, il y a beaucoup de demandes d'aide médicale à mourir qui proviennent de gens qui sont en dépression et que ce sont des dépressions mal soignées, mal traitées. Alors, il faut faire attention de ne pas mettre tout ça dans le même panier. Je ne sais pas si ça s'applique dans les exemples que vous donnez, non? Si. Alors, moi, je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, donc je ne suis pas confronté directement à la maladie de Charcot. Mais pour ce qui est de la maladie cancer, on sait que les personnes qui ont un cancer en phase avancée, 40% d'entre elles ont une dépression. Donc, c'est pour ça que nous, en équipe, nous avons une évaluation psychologique, psychiatrique, pour, dans notre arsenal de soins, notre arsenal thérapeutique, prendre en compte cette dépression qui peut être corrigée et qui peut aider les gens à retrouver de la qualité de vie malgré la dépendance, malgré le handicap, malgré la maladie. De la même manière que des personnes sans ces maladies graves peuvent se sentir au fond du gouffre avec une dépression sévère et avoir des envies de mourir sans être gravement malade. Donc oui, c'est très important. C'est très important d'avoir une approche globale, pluridisciplinaire dans ces moments de la vie parce que c'est une association de composants qui fait qu'on peut avoir le souhait de mourir. Le souhait de mourir étant différent du souhait que l'on vous fasse mourir. Et quand vous partagez avec quelqu'un le souhait de mourir, c'est aussi bien souvent dire c'est tellement difficile ce que je vis, je préférerais mourir, mais sous-entendu, j'aimerais bien vivre autre chose. Parce que si je vis autre chose, j'ai plus ce souhait. C'est comme la personne qui est torturée, qui dit tuez-moi, vous arrêtez la torture, elle ne demande plus. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Donc c'est difficile
mais ça oblige à de la collégialité, ça oblige à faire équipe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une manière, c'est comme l'école de la vie, je dirais, une école en mode intensif, puisqu'on est confronté à la situation limite, qui est la même pour tous les êtres humains. Mais pour reprendre une parole d'Olivier Gouin, je cite de mémoire, parce que ça m'avait beaucoup frappé, il a déclaré « Ma joie de vivre », et vous avez bien raison, on voit bien que c'est quelqu'un qui aime la vie, qui mord dedans, dépend, et corrélative, disait-il, dépend de la conscience que j'ai de ma mort. Et j'ai trouvé cette déclaration, je dirais, qui est digne d'un philosophe, mais qui ressort de la condition de cet homme. Alors évidemment, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, on s'entend, donc il y a une expérience et son contraire, mais il y a quelque chose, je pense, qui dit ce qu'est la dignité humaine dans ce qu'elle a de plus profond. Il me semble que la vulnérabilité est un des accents qui révèle cette dignité qui est commune à toute l'humanité. La vulnérabilité en partage. Et, bon, on ne le voit pas toujours, et je pense que l'accompagnement palliatif doit aider à ça. Oui, et c'est cette vulnérabilité, je pense, qui peut être la clé d'un sursaut de repenser le soin, de repenser nos relations humaines, dans une période finalement qui est un peu une crise. On est un peu dans une crise de l'hôpital, et là on est en train de se dire que finalement, toute personne qui souffre, si elle veut, on la fait mourir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tellement peur d'être fragile qu'on préfère mourir. Mais nous sommes tous fragiles, nous sommes tous vulnérables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une société où on n'ose pas partager cette vulnérabilité. On doit toujours être très fort, on doit toujours être très productif. Mais si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est-à-dire que toutes les personnes fragiles, on leur propose de disparaître, ou en tout cas on les invite à cela, ou en tout cas on leur rend possible cela. Et si on inversait la vapeur, et si on disait, mais finalement, même si on se croit bien portant, on a quand même des fragilités, des vulnérabilités, si on osait les partager, sans prendre le risque qu'en les partageant, on devienne catégorisé dans une zone euthanasiable, suicidable, mais qu'au contraire, ça soit une force pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire des leviers aussi bien en entreprise qu'à la maison, qu'entre amis, parce qu'on ose sortir de notre zone de confiance, on ose aller plus loin, et je crois vraiment qu'il y a une opportunité dans cette crise absolument formidable qui partirait de la vulnérabilité comme levier de performance, levier de mieux vivre ensemble, levier d'humanité, pouvoir partager, et c'est ce que nous voyons en soins palliatifs, être au contact des personnes vulnérables, ça permet à la personne vulnérable de mieux vivre, mais ça permet aussi à la personne moins vulnérable de mieux vivre aussi. Et vous voyez, ce qui est assez étonnant en France en ce moment, c'est qu'à l'heure où on s'apprête à légaliser la mort programmée de manière très large, puisque les débats à l'Assemblée nationale sont allés bien plus loin que l'idée d'une exception d'euthanasie, mais finalement, toute personne qui en ressent le besoin dès lors qu'elle a une maladie un peu grave, eh bien, au même moment, vous avez un film qui s'appelle Un petit truc en plus. Oui, j'ai vu. Qui vous montre comment la vulnérabilité peut humaniser la société. On en est à 6 millions d'entrées. Ouais. Vous avez les Invincibles qui ont une maladie de Charcot et ils viennent scotcher tout le monde en montrant combien ils se sentent plus forts que jamais malgré leur vulnérabilité. Vous avez 2 bateaux de la course du Vendée Globe qui ont le mot vulnérable dans leur voile. Vous avez des politiques d'inclusion de la vulnérabilité de la personne handicapée et on montre que ça augmente la performance des entreprises. Je crois qu'il y a exactement un regard inverse à avoir, ce qui ne veut pas dire que des exceptions de fin de vie difficiles pour lesquelles il y a peut-être une transgression à faire n'existent pas, mais en tout cas changerait complètement le regard général de cette philosophie qui est de dire la perspective même d'être vulnérable est inconcevable pour moi, plutôt mourir. Je vais faire un peu de philosophie de comptoir avec vous, Alexis, puisque il me semble, on m'a déjà dit ça, que quand on s'y arrête, là, dans la vie de tous les jours, de façon très pratico-pratique, qu'est-ce qui fait qu'on apprécie les gens qui nous entourent?
Est-ce que c'est à cause de leur force, de leur grand coup? Il n'y a rien de plus emmerdant que d'entendre quelqu'un qui nous étale ses succès. On l'écoute, hein, gentiment, mais ça ne nous rejoint pas, tandis que la vulnérabilité en partage, quand les gens se confient dans leur moins bon coup, dirons-nous, on se sent plus proche, non? C'est exactement ça. Alors, je pense que ça rejoint tout ça, là. Parce que quand on ose partager de la vulnérabilité, notre vulnérabilité, parce qu'on a tous, on vient partager un peu de notre humanité et ça fait du lien. Ouais. Dès lors que l'autre n'est pas dans une mauvaise intention d'aller découvrir votre talon d'Achille pour aller taper dessus. Mais oui. Oui, mais c'est ça le risque, non? C'est ça le risque. On s'expose, il y a un risque. Ah, il faut l'assumer. Mais c'est un risque qui rapporte, je pense, plus de bénéfices que de contraintes. Parce qu'on se fait des vrais amis, parce que peut-être on est mieux accepté comme ça, et on a moins à travailler, à se faire un masque, à être différent de ce qu'on est vraiment. C'est fatigant d'être une personne qu'on n'est pas, parce que la société vous impose des codes et des règles qui vont devenir encore plus durs avec ce projet de loi. Donc oui, vous avez raison, ça rend les relations humaines encore plus passionnantes. C'est ce qui fait aussi qu'en soins palliatifs, on aime ce métier, c'est parce qu'il y a des relations humaines qui sont puissantes par ce partage de fragilité. Et il y a, vous me corrigez si je me trompe, dans la dynamique des accompagnants de soins palliatifs, il y a une proximité, je dirais, qui rend complémentaires les compétences, en même temps que ces compétences sont plus proches les unes des autres que dans une situation en mode purement curatif où le grand spécialiste en cardiologie impose, avec raison, son savoir au service du patient. Il y a une grande distance, là. Tandis qu'en fin de vie, me semble-t-il, on est tous plus proches les uns des autres de l'objet du soin, si je puis dire. Donc, chacun garde sa compétence, mais il y a un rapprochement, quelque chose de plus intime. Peut-être que ça participe à la qualité. Ça participe parce qu'il y a l'ordre de l'équipe. Oui. L'ordre de l'équipe, mais je pense vraiment que cette expérience d'équipe extrêmement profitable pour la personne malade, comme pour les soignants, enfin comme pour les aidants, eh bien, elle a intérêt à ne pas être limitée à la fin de vie. Mais elle a intérêt à être déployée à tout moment de la vie, à tout moment de la vie, et elle n'est pas confiée uniquement aux équipes de soins palliatifs. Toute personne humaine peut faire l'expérience d'une relation humaine avec un ami, un proche, un parent, un voisin, un commerçant, qui, éprouvé par une fragilité, par un événement, par une vulnérabilité, eh bien, peut trouver des ressources dans cette rencontre, dans cet échange, dans ce lien humain, pour retrouver une résilience, pour retrouver de la qualité de vie qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il gardait ce masque de « tout va très bien ». Oui, absolument, absolument. Mais je me demande, je regarde des choses de façon un peu plus globale, je me demande si, dans les faits, l'expérience palliative n'est pas comme un catalyseur de ce souhait que vous avez pour la communauté politique en général. Je ne sais pas si l'expérience de la vulnérabilité partagée n'est pas mise à mal dans un contexte où, pour toutes sortes de raisons, même au plus jeune âge, on est éloigné de cette expérience-là. Il me semble que quand on a des enfants, on est bien enclin à goûter au service à la vulnérabilité quand même pendant toutes ces années où on change les couches et tout. Il me semble que les situations sociologiques, c'est pas un jugement, c'est plutôt une constatation, inclinent peu à avoir cette expérience précoce, je dirais, du rapport à la vulnérabilité. Et vous savez, moi j'ai été médecin généraliste en ville, à côté de très grandes écoles parisiennes, et je recevais en consultation des jeunes qui étaient en pleurs dans mon bureau et qui venaient dire que, en fait, ils faisaient des études contre nature avec eux-mêmes parce qu'ils avaient reçu l'injonction de « sois fort, fais telle étude-là ». Et donc, ils faisaient des choses contre nature et n'osaient pas partager les émotions, les difficultés qu'ils voyaient. J'entends aussi des psychiatres qui rencontrent en consultation des hommes, des femmes qui ont 40, 50 ans et qui racontent comment, pendant 40 ou 50 ans, ils ont dû vivre avec l'injonction finalement ressentie du « sois fort, sois productif ». Tu n'as pas le droit de dire tes émotions, tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit de partager tes fragilités. Et ils se sentent mal à l'aise, en fait. Et parfois,
ils font une rupture dans leur trajectoire de vie pour aller rattraper d'une certaine manière le temps perdu, pour revivre ce qu'ils sont. Or, ce qu'ils sont, ils auraient pu le vivre dès lors qu'ils pouvaient partager la fragilité en toute quiétude, sans risquer d'être catalogué de quelqu'un avec qui on ne va pas faire communauté, aussi bien en entreprise que dans la vie sociale, mais au contraire parce qu'elle vient participer à cette richesse humaine de partage et qui augmente la performance. Et vous disiez, oui, je pense que l'école des soins palliatifs, c'est une école de vie qui est à diffuser. Il faut qu'on soit... C'est une philosophie qui doit être contagieuse, et je pense que les entreprises sont en train de s'approprier, je m'en réjouis, dans leur souhait d'inclure davantage la vulnérabilité ou le handicap en entreprise. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites et qui ont montré qu'il y avait moins d'absentéisme quand il y avait des personnes handicapées au sein d'une équipe, quand il y avait probablement plus de performance, il y avait plus d'humanité, et que la parole était davantage libérée, que les liens sociaux étaient meilleurs. Et il y a, je pense, une dynamique, en tout cas un courant, j'allais presque dire une résistance humaine et humaniste à un courant qui est assez mortifère, pour dire mais non, il y a un autre chemin qui est très positif et qui devrait être un vrai projet politique. Récemment, je suis allé prendre un café au Café Joyeux. Vous Oui. connaissez cette enseigne? Et justement, il y a là quelque chose de représentatif de ce que vous dites. Il y a une question que je vais vous poser parce que c'est une préoccupation, moi qui observe un peu l'univers des soins palliatifs depuis un certain nombre d'années. Au point de départ, et vous me corrigez si je me trompe, au point de départ, la culture palliative a connu son essor parce qu'on accompagnait des gens dont le pronostic vital était très engagé au point que l'accompagnement se résumait à peu près 3 semaines. Au fil des années, je pose la question parce que je pense que ça rejoint ce que vous dites, les soins palliatifs ont fait école à l'intérieur du curatif, si je peux m'exprimer ainsi. Puis vous, dans ma lecture, les Français, vous avez vraiment été des innovateurs de ce point de vue-là pour faire ce qu'on appelle l'accompagnement palliatif précoce. La précocité étant justifiée, corrigez-moi si je me trompe, par le fait que dès qu'on apprend que nous sommes affectés, on apprend un diagnostic qui met en cause notre pronostic vital, même si c'est dans plusieurs années, on pouvait proposer aux gens un accompagnement palliatif. Il me semble que cette reconfiguration de l'accompagnement palliatif rend compte du bénéfice de ce type de soins qui devrait s'étendre à toute la pratique médicale dans son ensemble. Mais en même temps, c'est quelque chose d'un peu piégeant. Ma question, c'est un peu autour de ça. Le terme palliatif, quand on regarde son origine, il y a 2 belles origines. Hein. La plus belle et la plus noble, c'est celle du pallium, c'est-à-dire de déposer sur les épaules du vulnérable un manteau. Alors ça, c'est vraiment la plus belle des images. Mais c'est aussi, et là c'est le terme plus technique rattaché à la médecine, ce type d'accompagnement qu'on fait quand il n'y a plus rien à faire. On pallie alors que le curatif est terminé. Alors évidemment que quand je prends le mot et que je l'attribue à tout ce qui est précoce, là je suis dans une espèce de zone ambiguë puisque tout n'est pas fini. Le curatif a toujours sa place avec raison. Alors je me demandais un peu comment vous voyez ça, vous, je ne sais pas, est-ce qu'il faut garder le concept, est-ce qu'il faut l'abandonner? Et hormis le fait qu'on voit qu'il y a un bénéfice de commencer tôt l'accompagnement, qu'est-ce qu'on fait avec ce vocable de palliatif? Vous avez raison, les soins palliatifs ont d'abord contribué à prendre en charge, accompagner, soulager les personnes dans la toute fin de vie de leur existence. Mais nous avons tous été témoins que quand on avait la rencontre avec ces personnes et leurs proches, très souvent, les gens disaient « Et pourquoi on ne s'est pas rencontrés plus tôt? Enfin, vous me soulagez des douleurs et qui me pourrissent la vie depuis 6 mois, depuis 1 an. Enfin, vous me permettez de dormir. Enfin, vous me permettez de mettre des mots sur ce qui m'arrive. Enfin, avec quelqu'un, je peux parler de mes angoisses de mort. Enfin, avec quelqu'un, je peux parler de ma logistique difficile à la maison. Comme j'aurais aimé que cet échange, cette rencontre et cette nouvelle construction de projet aient lieu plus tôt. » Et donc, finalement, les soins palliatifs ont leur intérêt, j'allais dire, au juste moment. Mais le juste moment, c'est peut-être 15 jours avant de mourir pour celui qui n'a aucun symptôme, a compris en gros sa situation, a une logistique correcte et bien entourée. Et puis, la vie va prendre fin et il faut un peu de logistique, notamment quand ils ont une maladie du foie qui ne fait pas mal et qui va endormir.
Mais pour d'autres qui ont des maladies très lentement évolutives, des maladies neurologiques difficiles, une autonomie en perte et une fatigue de l'entourage, il faut que l'intervention ait lieu bien plus tôt. Sinon, quand vous arrivez presque trop tard. Des gens qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus et qui demandent qu'à mourir. Et là, vous pouvez ramer pour essayer de leur retrouver un peu de goût à vivre. Ça marche, mais pas toujours. Or, on voit bien qu'il manquait cette rencontre, cette anticipation et d'aller faire équipe à un moment qui était bien antérieur, non pas pour dire vous êtes en fin de vie, mais pour dire vous êtes soigné pour une maladie neurologique grave, vous êtes soigné pour un cancer qui est grave, vous n'êtes pas en fin de vie, mais je vois que vous avez des douleurs, mais je vois que vous avez perdu du poids, mais je vois que vous êtes angoissé, et je vois que votre conjoint l'est aussi, et je vois que vous pensez à mourir. Et si on faisait équipe, en plus du thérapeute qui est par exemple votre cancérologue, avec qui nous nous entendons très bien. Et c'est ça qui se passe. Et donc aujourd'hui, moi je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, où avec les cancérologues, les oncologues, eh bien, nous intervenons quand leur consultation n'est pas suffisante. Parce qu'ils voient bien que les douleurs ne sont pas bien contrôlées, ils voient bien qu'il y a une insomnie, ils voient bien que la personne se pose beaucoup de questions, elle a besoin d'un suivi psychologique. Et donc on vient se greffer à un projet de traitement oncologique, mais dans l'idée d'améliorer deux choses, la qualité de vie, l'autonomie et la troisième, la communication. Et nous avons un temps que nous offrons qui permet de communiquer, d'échanger. Et bien souvent, les gens ont une possibilité d'aller très loin dans la discussion de ce qui les préoccupe. Peut-être comme jamais ils ont pu l'avoir avec un proche, parfois devant un proche. Et ô combien souvent, ça permet de redonner confiance, redonner apaisement et redonner goût à ce temps qui reste, même s'il est incertain. C'est une manière de, pour reprendre une expression qu'on a déjà entendue, une manière de redonner du temps au temps, parce que en fait, on vit dans une société qui accélère tout, toujours tout. Ça veut dire que vous vous confrontez au fait que ce que vous décrivez là se heurte à l'efficience de la médecine technoscientifique. Là, vous avez encore un pouvoir de ralentir les choses. De vivre cet espace que vous me décrivez, là, ou si vous sentez que là aussi, on veut vous bouffer le temps? Moi, je trouve que quand on offre ce temps-là dans une vraie écoute, ça veut dire se taire. C'est d'être assis et se taire. Et de comprendre ce que la personne vit. Quelle est sa trajectoire, quel est son entourage, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui est important pour elle. Si ça se trouve, ce qui est important pour elle n'est pas important pour moi, mais c'est important pour elle. Donc on va construire le projet de soins sur cela. Vous avez une femme qui m'a un jour raconté qu'elle avait dit à un oncologue, apprenant qu'il y avait une progression de la maladie au scanner, « Ah, mais je vais mourir ». Et l'oncologue lui avait dit, « Ah, mais on meurt tous, madame ». Mais ce n'est pas de ça qu'elle avait envie de parler. Elle avait envie de parler de son inquiétude, d'un pronostic, de qui allait l'accompagner. Elle est célibataire. Qui allait pouvoir faire équipe avec elle, qu'est-ce qui risquait de se passer, est-ce qu'elle pouvait anticiper quelque chose, sur qui elle pouvait compter. Et c'est ce temps-là qui est précieux et qui lui a permis d'être rassurée, d'avoir envie de vivre le temps qui lui reste. Sinon, elle n'aurait demandé qu'une chose, c'est de ne pas le vivre tellement il était anxiogène. Vous parlez de l'importance du silence dans la communication. Notre conversation s'achève. On va y mettre fin et entrer en mode silence. Mais je voulais, avant que nous nous quittions, quand même souligner le fait que votre livre passionnant, puis en plus, il y a plein de sujets dont j'ai pas eu l'occasion d'aborder, donc c'est une raison suffisante pour acheter le livre et le lire. Mais ça se termine sur un chapitre qui est un peu prospectif. C'est amusant d'ailleurs, hein, vous vous amusez à regarder un peu une société de demain où on parle de suicide assisté par robot, et c'est pas si lointain peut-être, hein, parce que l'assistance robotique nous a... Et puis, vous parlez aussi de robots qui pourraient mettre fin au jour de ceux qui le demandent. Donc, et ça existe, hein, la capsule Sarko qui a été inventée par un... Vous n'êtes pas très optimiste, non, par rapport à l'avenir? La dernière phrase de mon livre, c'est « à nous de décider ». C'est-à-dire que je viens montrer qu'il y a un courant, j'allais dire occidental, qui nous pousse à s'auto-éliminer et à tirer notre référence dès lors que l'on est fragile et vulnérable. Et en même temps, je pense qu'il y a un courant, j'allais dire, de réaction
qui vient nous dire l'inverse et dont je pense qu'il est intéressant de faire la promotion, qui est de dire, mais au lieu d'éliminer celui qui porte la vulnérabilité, et si nous l'accueillons plus que jamais, si nous faisions équipe ensemble, je pense que ça nous rendrait plus apaisés, plus humains, et les études montrent même plus performants. Et donc j'invite, si vous voulez, à une résistance humaine à ce courant qui n'est pas forcément un rouleau compresseur, même s'il est assez fort, pour peut-être réfléchir autrement, penser. Ce n'est pas du tout dans un esprit, j'allais dire, niais, qui nierait des existences extrêmement difficiles et qui invite au contraire à réfléchir de manière individuelle, mais penser le collectif autrement qu'avec un projet de loi qui dit vulnérable, si tu veux, on t'aide à disparaître. Mais au contraire, vulnérable, viens, on fait équipe, et je vais t'aider, tu vas m'aider. Vous avez, et je termine avec ça, cité Albert Camus au début de votre livre, dans une citation que je trouve très intéressante, qui dit « Un homme, ça s'empêche ». Et je voudrais vous remercier de vous être livré à l'exercice, et puis je profite de la réflexion de Camus pour y ajouter ma saveur personnelle, qui est celle de Socrate. Un homme, ça suspend son jugement. Alors, il faut, d'une manière ou d'une autre, prendre le temps de réfléchir à ces questions. Comme vous nous invitez à le faire, je vous remercie de cette contribution importante à travers ce livre. Et j'invite tous nos auditeurs à vous lire, puis aussi à prendre le temps de bien réfléchir à ces enjeux qui sont fondamentaux pour la vie en société, fondamentaux pour nos existences réciproques. Merci beaucoup, Alexis Burnot. Merci. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.